suis très heureux de votre présence ce soir. C'est maintenant que les choses commencent. On a eu une leçon inaugurale pour engager cette 7e édition des conférences de la chaire stratégique de la Sorbonne. C'est maintenant que les choses commencent dans cette première conférence avec Gérard Araud. Alors, je suis heureux d'accueillir Gérard Araud, d'abord parce que c'est un ami. Et quand je le dis, ce n'est pas une formule, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Il se trouve qu'on a vécu à Marseille ensemble, que dans notre scolarité, nos destins se sont croisés. Mais ce n'est pas ces racines communes que je veux évoquer, c'est plutôt la définition qu'en donne André Suarez, qui est un Marseillais lui-même, et qui dit, je crois que c'est dans la préface des Voyages du Condottiere, qui naît et grandit à Marseille n'a pas besoin de partir, il est déjà parti. L'ailleurs, d'une certaine manière, l'habite, et je pense que les ailleurs, ils peuvent être multiples, mais pour Gérard, c'est tellement évident au travers le choix de sa carrière diplomatique, après des études brillantes à l'IX et à l'ENA, qui l'ont amené d'abord dans un poste de secrétaire d'ambassade en Israël, ensuite conseiller d'ambassade à Washington. Je sauterai un peu quelques étapes d'une carrière qui est brillante. On le retrouve chez François-Adèle Léotard comme conseiller diplomatique, ensuite comme représentant permanent adjoint à l'OTAN, comme ambassadeur de nouveau en Israël de 2003 à 2006. Puis ce poste qui est tellement stratégique au Quai d'Orsay, le poste de directeur des affaires politiques. Sa désignation en 2009 comme représentant français, en 2009, oui, comme représentant français à l'ONU, et puis ensuite, à partir de 2014, comme ambassadeur à Washington, poste qu'il quitte en étant élevé à la dignité d'ambassadeur de France. Pas d'arrachement quand on quitte Marseille, mais on le voit quand même dans ce parcours des attachements qu'il s'est créé lui-même, notamment à certains pays dans lesquels il est revenu. Une carrière fulgurante, rectiligne, une ligne claire. Je crois que c'est Élie Barnaby qui disait « Au Quai d'Orsay, il y a des bons diplomates et des moins bons. Lui, il est excellent. » Alors je suis sûr que tu ajouterais « Oui, c'est très flatteur, mais c'est sans doute inexact parce qu'il y en a aussi des très mauvais, histoire de te fâcher avec une partie de tes camarades du Quai. » Mais en tout cas, il y a l'excellence et puis il y a cette façon de faire qui ajoute quand même la volonté par l'impertinence, mais plus fondamentalement à travers quelquefois l'impertinence de déplacer les lignes. Il y a des ambassadeurs très bons qui mènent des guerres de siège, des guerres d'usure, qui défendent les positions françaises. Toi, c'est quand même la guerre de mouvement. Et je dois dire que, alors c'est peut-être pour ça qu'on est restés très amis, c'est qu'on a eu des carrières qui se sont finalement, on n'a jamais eu vraiment à travailler ensemble parce que les alternances n'agissant pas tout à fait dans le même sens, on ne s'est pas retrouvés dans les postes au bon moment, mais tu t'éloignais. Voilà. Alors je te retrouvais dans certaines lointaines occupations et tout le monde a évidemment en souvenir les succès que tu as remportés comme représentant de la France au Conseil des Nations Unies. Je pense notamment à la résolution 1973 sous présidence chinoise, qui est celle qui fait rentrer, et avec du coup de nouveau un consensus autour de la table, qui fait rentrer le droit de protection des populations. Je le dis pour les étudiants parce que c'est une des résolutions dont il faut se souvenir de point de vue historique, mais on pourrait les multiplier, que ce soit sur la défense de la position française à l'égard du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Syrie, etc. Donc une carrière qui est effectivement marquée, je dirais, par la possibilité de faire bouger les lignes, dans d'autres domaines aussi. On peut, dans la relation, par exemple, de la France dans sa relation transatlantique à travers l'OTAN. Évidemment, une carrière qui est très marquée par la relation avec les États-Unis, où tu es revenu à 3 reprises. Et à la fin dans les postes les plus importants pour nous. On se souvient évidemment du tweet qui t'a... Tu avais eu d'autres expressions, tu étais quand même assez familier, je ne les cite pas tous parce que ça ferait un florilège de positions qui quelquefois, on dirait disruptives, ou qui changent, enfin qui ne sont pas à caresser les poncifs. Donc il y a eu ce tweet dans lequel tu disais un monde s'effondre après le Brexit et l'élection de Trump. Et tu as ajouté un peu après, oui, j'ai peut-être eu tort, mais je ne me suis pas trompé. C'est tout à fait toi d'ailleurs. Et alors c'est pour ça que
on t'a fait venir parce qu'on a un peu besoin, dans cette première conférence qui en a introduit d'autres, de ces dons, je ne vais pas dire de clairvoyance, mais en tout cas de nous aider avec lucidité à comprendre ce qui se passe. D'abord dans ce pays, à un moment particulier de sa vie intérieure, la préparation des élections. Impeachment, c'est quand même pas si fréquent que ça quand même aux États-Unis. Et puis, de manière plus préoccupante, sur le repositionnement, est-il circonstanciel? Est-ce que ce sont des grandes manœuvres pour l'avenir et pour le XXIe siècle qui amènent les États-Unis à se repositionner sur un certain nombre de grands dossiers, l'Iran, l'Irak, vis-à-vis de la Chine, etc. Je n'y reviens pas. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Tu as intitulé « Lecture de la relation transatlantique » ta conférence, qui te laisse finalement assez de liberté. Donc, tu as la liberté du temps. Je rappelle simplement après la règle, je relance le débat par une ou deux questions. Puis ensuite, c'est la parole à la salle. On a une règle qui est assez stricte, je la respecterai, qui est d'abord de donner la parole aux étudiants qui sont en formation, et puis ensuite à tous ceux, experts ou autres, ou auditeurs libres qui viennent. Et je leur donnerai la parole, ce que je n'ai pas fait la fois dernière, faute de temps, je vous le promets. Gérard, tu as la parole. Merci beaucoup, Louis. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Alors, vous remarquerez que Louis a essayé de se mettre au même niveau que moi dans notre enfance, alors qu'évidemment, c'était le petit et que moi, j'étais l'ami du grand frère et que nous regardions évidemment Louis d'un peu de haut. Voilà, il a rattrapé ce début peu prometteur de notre relation. Et en effet, nous sommes Marseillais l'un et l'autre et fiers de l'être. Je voudrais... Ce qui m'a toujours frappé dans ma carrière, et aussi dans l'histoire, qui est ma passion, c'est de voir à quel point il n'est pas aisé de prévoir et de penser les ruptures. Je pense qu'il faudrait, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si Bruno me le dirait, si ça existe d'avoir un livre sur la rupture en histoire ou la rupture en relations internationales. Et nous sommes, je crois, dans ce cas aujourd'hui, et ce n'est pas facile de penser la rupture, s'il y a rupture, comment y a-t-il rupture dans les fondements de la politique étrangère américaine. Comment pourrait-il être facile de les prévoir, de les analyser, puisque nous vivons tous sur des vérités qui datent de 2 ou 3 générations. Alors les ruptures, elles peuvent prendre des formes diverses. Il peut y avoir la rupture violente, soudaine, où une façade qui a une belle allure s'effondre sans avertissement. C'est la monarchie française en 1789, millénaire, qui s'effondre en 3 ans. Ou alors la rupture, elle peut être progressive. C'est-à-dire un beau matin, nous découvrons qu'à force d'évoluer, le spectacle que nous contemplions la veille n'a plus rien à voir avec celui dont nous étions assurés jusqu'ici. Ma présentation ne sera donc pas facile, puisque je vais essayer de démontrer qu'en effet, nous vivons une rupture. Une rupture dont je ne connais ni le rythme, ni la portée, mais dont je suis convaincu qu'elle donnera naissance à un monde nouveau. Alors, un monde nouveau, parce que le monde dépend et dépendra encore pendant des décennies de la puissance américaine. Vous pouvez me dire que j'ai tort, qu'il n'y a pas de rupture, et je vous répondrai, c'est l'histoire qui tranchera entre nous. Vous pourrez également me demander des nuances dans mon analyse, et vous aurez raison, parce que je suis obligé de renoncer à des nuances, dans la mesure où, pour dégager l'architecture d'un édifice, vous devez en oublier la décoration pour en comprendre la structure. Partons donc de Trump, puisque c'est là où nous sommes, pour examiner s'il représente une aberration de la politique étrangère des États-Unis, ce que la plupart des experts américains affirment, et ils l'affirment parce qu'ils l'espèrent. Ce que nous dit aujourd'hui Trump, c'est que la guerre froide est terminée, que la croisade pour la démocratie a été un échec et que les légions fatiguées doivent rentrer au bercail. Mais ce qui est frappant et ce que peu soulignent, c'est qu'en réalité, à sa manière brutale, primitive, impulsive, il s'inscrit aussi dans une tradition qui fut la tradition de la politique étrangère américaine jusqu'en 1941. C'est sur ce dernier point, trop souvent négligé, que je voudrais revenir. En 1797, dans son discours d'adieu à la nation, George Washington, à l'issue de son second mandat,
avait appelé ses concitoyens à ne pas se mêler des affaires européennes. C'était la Révolution. Ce message fut entendu tout au long du XIXe siècle. En août 1914, Woodrow Wilson proclamait bien évidemment la neutralité de son pays. Et ce furent les provocations de nos amis allemands, que nous remercions ici, par le télégramme Zimmermann et surtout par le déchaînement de la guerre sous-marine qui l'obligèrent à en sortir. Mais dès 1919-1920, les Américains se retiraient hâtivement d'Europe et ensuite ne se préoccupèrent que de la question des réparations dues à l'Allemagne. Ce furent les plans Dawes de 1924 et Young de 1931, parce que leur paiement conditionnait le remboursement de leurs dettes par la France, l'Italie et la Belgique. Non seulement les États-Unis restèrent inactifs face à la montée d'Hitler, mais ils votèrent en 1937 des lois de neutralité qui interdisaient la vente d'armes aux belligérants, ce qui, a priori, n'handicapait que le Royaume-Uni et la France, dans la mesure où l'Allemagne ne pouvait pas, de toute façon, avoir accès à l'industrie américaine du fait de la maîtrise des mers par ses ennemis. Le 14 juin 1940, Paul Reynaud, président du Conseil français, appelait à l'aide les États-Unis en envoyant une lettre émouvante que je vous conseille de lire d'ailleurs. En vain, naturellement. Quelles que soient les manœuvres, les sentiments, les analyses de Roosevelt, les Américains restaient en 1941 hostiles à l'entrée de leur pays dans la guerre. Ce furent le Japon, évidemment, à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, mais ce fut aussi l'Allemagne qui déclara la guerre aux États-Unis le 11 décembre, qui prirent l'initiative. Les États-Unis n'ont pas choisi d'entrer dans la guerre aux côtés du Royaume-Uni, ils y ont été contraints. Pendant un siècle et demi, les États-Unis ont donc obstinément refusé de jouer un rôle actif dans les affaires européennes. S'ils changent d'attitude en 1945-1946, c'est d'une part parce que le Royaume-Uni et la France, épuisés et ruinés, ne peuvent assurer la stabilité et la défense du continent, et d'autre part parce que l'URSS est vue comme une menace globale. C'est de la guerre froide que naissent les relations transatlantiques sur la base d'une alliance militaire sous hégémonie américaine contre un ennemi clairement identifié. À cet égard, il faut noter que lorsque les États-Unis sont entrés sur la scène internationale, que ce soit en 1917 ou en 1941, ils étaient déjà une grande puissance. Jamais ils n'ont eu à craindre pour leur existence. La victoire sur le Japon et l'Allemagne n'a jamais fait de doute. Jamais ils n'ont eu à composer avec des alliés assez puissants pour leur résister. Le seul rôle que connaissent les États-Unis lorsqu'ils sortent de leur isolement, c'est le leadership. La seule place qu'ils assignent à leurs alliés, c'est celui de supplétif, comme l'ont vérifié à leurs dépens les Britanniques en Irak en 2003. Leur pratique diplomatique s'en ressent d'ailleurs. Le département d'État négocie plus facilement avec le Pentagone qu'avec des alliés qui sont supposés suivre plus que contester. Le retour de la prospérité européenne et l'effondrement du pacte de Varsovie et de l'URSS dans les années 90 auraient donc dû conduire à un réexamen des modalités et des fondements des relations transatlantiques qui, comme je l'ai dit, étaient justement fondées sur la guerre froide. Il n'en fut rien. Il n'en fut rien parce qu'il n'est jamais aisé de remettre en cause ce qui, en 4 décennies, était devenu le cadre de réflexion unique des élites des deux côtés de l'Atlantique. Mais il n'en fut rien aussi parce que tout le monde y trouvait son intérêt, à faire comme si rien ne s'était passé. Les États-Unis maintenaient ainsi une hégémonie qui, dans les faits, n'était plus nécessaire, et les Européens pouvaient désarmer et éviter de retomber dans les rivalités géopolitiques du passé. Les opérations dans les Balkans, le 11 septembre, l'Afghanistan, ont servi de bruit de fond pour dissimuler la réalité d'une alliance, l'OTAN, désormais sans ennemis. Tout au long de cette période, une ligne de fracture a divisé les Américains entre ceux qui veulent s'en tenir à la défense de la Nouvelle-Jérusalem, qui est leur pays, et ceux qui veulent en diffuser les bienfaits. On oublie souvent que les premiers, ceux qui veulent s'en tenir à la défense de la Nouvelle-Jérusalem, l'ont largement emporté pendant la plus grande partie de l'histoire américaine.
Il fallait ne pas se salir les mains dans un monde pécheur dont les États-Unis étaient intrinsèquement différents. N'oubliez pas le protestantisme fondateur des États-Unis. Il fallait parfaire une société nouvelle qui serait le phare du monde et de la civilisation. Les seconds, les interventionnistes, sous les deux versions, libéral interventionniste et néoconservateur, à droite, et libéral interventionniste à gauche, ont eu le dessus pendant la guerre froide et le bref moment de triomphe occidental qui a suivi la fin de la guerre froide. D'après eux, les sociétés ne demandaient qu'à accéder à la démocratie, il suffisait de les aider, et ce sont les deux écoles qui ont dominé ma carrière de 1982 à 2019. Cette survie des relations transatlantiques aux causes qui leur avaient donné naissance ne pouvait être que fragile parce qu'artificielle. Elle était à la merci du premier qui en tirerait les conséquences. C'est chose faite aujourd'hui. D'abord avec élégance et discrétion par Obama, et ensuite avec brutalité par Trump. Mais c'est aussi le cas en Europe, parce que relation transatlantique dit une relation dans les deux sens. Dans la mesure où les partis populistes, en appelant à la dissolution de l'Union européenne, ont conscience de vouloir ainsi mettre un terme à l'hégémonie américaine, puisque là, ils assimilent Union européenne et hégémonie américaine. Il suffit d'ailleurs de lire, d'écouter, d'entendre leurs discours. D'ailleurs, ils n'ont pas tout à fait tort, puisque les parrains, les États-Unis, contrairement à ce que pense Trump d'ailleurs, les États-Unis ont été les parrains de la construction européenne. C'est aussi le cas aux États-Unis, où les réalités démographiques et l'émergence de l'Asie éloignent progressivement de notre continent les centres les plus actifs du pays. La question de la pérennité de l'engagement américain en Europe est donc posée. Comment ne pas d'ailleurs se demander en quoi les intérêts stratégiques des États-Unis dépendent de la sécurité de l'Estonie ou du Monténégro? Je sais que c'est un peu brutal de le dire de cette manière, mais en réalité, cette phrase, en ce qui concerne le Monténégro, a été en effet prononcée par Trump. Comment pouvez-vous expliquer au petit gars du Wisconsin qu'il faudra faire la guerre pour défendre le Monténégro? Un bon sens, en tout cas un bon sens en dehors des cercles atlantistes de Washington, le bon sens peut conduire à une réponse assez évidente. Alors là, immédiatement, on me dit « Ah oui, mais les sondages prouvent que les Américains soutiennent à 80% l'OTAN. » Mais est-ce qu'on leur a posé la question aux Américains « Êtes-vous prêts à faire la guerre pour le Monténégro ?» Ce serait vraiment, je pense, une réponse particulièrement différente. Et donc, il n'est pas surprenant que des esprits simples se demandent, en dehors de Washington, pourquoi les Européens n'assurent pas eux-mêmes leur défense face à une Russie qui n'a ni la puissance ni les intentions de l'URSS. Pourquoi les États-Unis doivent encore aujourd'hui assumer le rôle de gendarme du monde? Dans un sondage de l'Eurasia Group Foundation de février 2017, 47% des experts de politique étrangère considéraient que, je cite, « le leadership américain était nécessaire à la stabilité globale et donc à la prospérité et à la sécurité des États-Unis ». 47% des experts, tandis que ce pourcentage n'était que de 9,5% dans l'ensemble de la population. 9% des experts estimaient que les États-Unis devaient se concentrer sur leurs problèmes intérieurs, 44% de l'ensemble des Américains. Je suis donc convaincu que le génie est aujourd'hui hors de la bouteille et n'y rentrera plus. Le prochain président, qu'il soit élu en 2020 ou en 2024, essaiera sans doute de rassurer les Européens après les foucades de Trump, mais la question du rôle des États-Unis dans le monde restera posée. La réponse qui lui sera donnée comportera en tout état de cause un repli plus ou moins accentué de la présence américaine dans le monde. Si Joseph Biden est élu en novembre, le 3 novembre 2020, puisque c'est pour le moment le candidat démocrate qui a le plus de chances de triompher dans les primaires, je suis absolument sûr qu'il viendra en Europe, qu'il dira à quel point il nous aime. Il est très bon en ce qui concerne les platitudes sentimentales qu'adorent nos collègues, qu'adorent nos amis américains, mais je ne pense pas
que l'on reviendra, comme en rêvent les experts des think tanks de Washington, qu'on reviendra au business as usual, De ce point de vue, d'ailleurs, pour nuancer ce que je dis, je voudrais très clairement affirmer, je pense que les États-Unis, même avec Donald Trump, respecteront l'article 5, que les États-Unis respecteront la garantie donnée par le traité de l'Atlantique Nord, et que si les chars russes envahissaient l'Estonie, ce qu'ils ne feront pas d'ailleurs, les États-Unis rempliraient leurs obligations. Mais nous avons déjà la preuve sur le terrain de ce désengagement américain lorsque vous regardez les crises périphériques de l'Europe, que ce soit l'Ukraine, la Syrie, mais aussi la Libye et le Sahel. Vous voyez qu'au contraire, vous avez des crises majeures où les États-Unis, Obama puis Trump, avec beaucoup de constance, n'ont pas voulu s'impliquer. Ils ont sous-traité la question ukrainienne à l'Allemagne et à la France, ce qui est sans doute flatteur pour l'Allemagne et la France, mais c'est surtout la preuve que les États-Unis ne voulaient pas s'en occuper. En Syrie, Obama a fait le minimum sous le maximum de pression des alliés européens et d'ailleurs alliés arabes, et aujourd'hui Trump est en train de retirer ses forces, et je ne pense pas que ça aurait été très différent avec Obama, différent dans la manière. Obama a été bien élevé, mais sur le fond, le résultat aurait été à peu près le même. J'ai passé 2 ans et demi à Washington à essayer de convaincre les Américains de s'intéresser à la Libye. Je peux vous dire que j'ai totalement échoué. Ils n'en veulent pas. Et donc, je crois que c'est surtout en cela, pour les Européens, la modification, la transformation, c'est de voir qu'en réalité, les États-Unis interviendront lorsqu'ils considéreront que leurs intérêts essentiels sont en jeu. Et aujourd'hui, ni en Ukraine, ni en Syrie, ni en Libye, et ni au Sahel, ils considèrent que leurs intérêts essentiels sont en jeu. Et donc, aux questions sur la politique étrangère de Trump, je réponds souvent en évoquant le conte d'Andersen. Vous savez, les habits neufs de l'empereur, où un enfant crie « l'empereur est nu », alors que la foule fait semblant d'admirer les vêtements inexistants, que seuls des gens intelligents sont supposés capables de voir. Trump, d'une certaine manière, et ça s'applique là, mais ça s'applique sur pas mal de sujets, c'est l'enfant. Il est capable de poser des questions de bon sens que les conventions, le conformisme, la routine, qui nous accablent tous, et en particulier les diplomates, que c'est tout cela interdit de poser. Donc, oublions son vocabulaire primitif et écoutons ces questions. Elles sont celles d'une certaine Amérique et que nous devons écouter, car le monde ne sera plus le même après Trump. Et c'est un fait que la Russie aujourd'hui représente un défi géopolitique, mais qu'on peut traiter selon les règles habituelles de la diplomatie, mêlant fermeté et dialogue. Ni à Paris, ni à Seattle ne s'impose l'idée que la sécurité nationale se joue aux frontières orientales de l'Alliance. Et comme je l'ai dit, il vaut mieux ne pas demander aux petits gars du Wisconsin, mais aussi d'ailleurs aux petits gars de la Corrèze, je dis la Corrèze, je pourrais dire les Bouches-du-Rhône, pour demander s'il est prêt à mourir pour Tallinn. En d'autres termes, même si Poutine a donné un nouveau bail à l'OTAN, ce serait exagéré de conclure que cette alliance peut continuer à jouer son rôle unique de pilier de la relation transatlantique. Le prétendre, ce serait courir le risque de laisser cette alliance se défaire progressivement jusqu'à la crise où elle apparaîtrait vidée de sa substance et donc inefficace. D'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN devrait, j'espère qu'il a fait un cadeau à Noël à Poutine, parce qu'il faut bien dire que toutes les provocations, les agressions de la Russie ont donné un nouveau bail à l'OTAN. Que ce soit la Crimée, mais que ce soit également ce que fait la Russie en Ukraine, la Crimée est ukrainienne, mais le reste de l'Ukraine, mais également, on ne le sait peut-être pas, mais toutes les provocations russes dans le ciel des États baltes, l'activité des sous-marins russes en mer du Nord, activité qui a repris le niveau de celui de la guerre froide. Tout cela inquiète évidemment nos alliés d'Europe orientale, mais pas seulement d'Europe orientale, puisqu'à un moment, on a même vu un débat en Suède sur la question de savoir si la Suède allait rejoindre l'OTAN du fait de cette pression constante de la part de la Russie. Alors,
Sommes-nous menacés d'un retour à l'isolationnisme américain, qui a coûté si cher à la France entre les deux guerres? Oui et non. Non, je commence par là, parce que j'entends déjà un concert de protestation. Non, les États-Unis ne vont pas quitter l'Europe, comme je l'ai dit. Non, ils ne vont pas laisser les chars russes et les petits hommes verts russes envahir l'Estonie. Non, parce que la technologie ne permet pas aujourd'hui aux États-Unis de s'abriter derrière les poissons, pour citer Bismarck, qui disait que les États-Unis étaient défendus par les poissons. Non, parce que les économies sont beaucoup trop intégrées pour les découpler. Mais oui, quand même. Oui, quand même, comme je l'ai dit, c'est déjà fait sous nos yeux, en Ukraine, en Syrie, en Libye. Pourrait-on, par exemple, imaginerait-on la Turquie en Libye si les États-Unis y étaient actifs? En un mot, je l'ai déjà dit, les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde. Oui, la tentation isolationniste est forte, la tentation de s'en tenir à la défense des intérêts essentiels des États-Unis, des intérêts évidemment définis de manière plus large que dans les années 30, quitte à disposer d'un instrument militaire incomparable, non pour l'utiliser, mais pour dissuader tout ennemi d'aller trop loin. Alors, je suis prêt à nuancer infiniment ce que je viens de dire, comme vous pouvez l'imaginer. J'essaye de montrer ce qui me semble être une ligne de force qui traverse la vie politique américaine. Certainement chez Trump, mais également, si vous suivez la politique, si vous suivez la campagne électorale américaine, chez un certain nombre de candidats démocrates, en premier lieu, naturellement, les candidats démocrates de la gauche démocrate, c'est-à-dire Sanders et Elizabeth Warren. Mais si vous écoutez les autres, vous vous rendez compte également que le débat porte souvent sur la manière de rapatrier les boys de manière efficace et qui n'apparaissent pas comme étant une débâcle. Donc, dans cette situation, la question que nous devons nous poser, c'est la place de l'Europe. La place de l'Europe dans un monde où les États-Unis, je le répète, ne veulent plus être le gendarme du monde. Alors, aussitôt, la messe semble dite, le monde connaîtrait le retour des politiques de puissance, le recul du droit international, l'affaiblissement des institutions multilatérales, avec à la clé le risque des confrontations armées. Un ordre libéral, paré de toutes les vertus, serait d'autant plus menacé que son parrain, les États-Unis, le renierait. En réalité, soyons francs, les politiques de puissance n'ont jamais quitté le devant de la scène internationale. Pendant la guerre froide, chaque superpuissance a exercé son hégémonie sur son camp, l'américaine, évidemment, de manière beaucoup plus bénigne que la soviétique, mais elle était tout aussi ferme, comme en a témoigné à ses dépens l'Amérique latine. Après la dislocation du bloc de l'Est, les États-Unis furent l'hyperpuissance, pour citer Hubert Védrine, qui était ici la semaine dernière, à une époque où le budget militaire américain représentait la moitié des dépenses militaires mondiales. Encore aujourd'hui, c'est encore plus du quart. Partout et toujours, les négociations les plus pacifiques se sont toujours bel et bien conclues au bénéfice du plus fort, et à Bruxelles comme ailleurs. Souvent, on oublie que l'Union européenne, alors là, je sais que la moitié de l'assistance va s'évanouir, je suis désolé, Nicole, mais souvent on oublie que l'Union européenne, c'est en réalité le transfert des confrontations européennes, des champs de bataille vers les corridors de Bruxelles. Et moi, je considère que les corridors de Bruxelles, si sinistres soient-ils, sont quand même moins que les champs de bataille. En d'autres termes, à Bruxelles, les décisions, lorsque les gens disent « Ah, l'Allemagne domine l'Union européenne », mais non, oui, les décisions à Bruxelles sont prises sur la base des rapports de force. Je suis désolé, ça ne surprendra quand même personne, les Autrichiens ont moins de succès à Bruxelles que les Allemands. Pour une raison simple, non pas que les Autrichiens soient moins intelligents que les Allemands, mais ils sont moins puissants. Il y a toujours des politiques de puissance au sein de l'Union européenne, et nous n'avons pas à reprocher à l'Allemagne d'exercer sa puissance, nous devons faire en sorte que la France en soit aussi efficace. Mais une politique de puissance, c'est la projection de la puissance, encore faut-il que l'économie française soit à la hauteur. Là, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, surtout, vous avez le droit. Donc,
Par ailleurs, parler d'ordre libéral, à New York, à Washington, tout le monde parle de l'effondrement de l'ordre libéral, a peu de sens lorsqu'on fait la liste interminable des conflits qui l'ont marqué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Corée, Vietnam, les guerres entre l'Inde et le Pakistan, les 5 guerres du Moyen-Orient, 2 génocides quand même, l'Afghanistan de manière ininterrompue depuis 1979, la guerre entre l'Irak et l'Iran, le Congo, le Soudan, le Sud-Soudan, entre l'Éthiopie et la Somalie, la Yougoslavie. Soyons clairs, le monde en dehors de l'Europe a été en réalité plus instable et beaucoup plus sanglant qu'entre les 2 guerres mondiales. Avec ces millions de victimes, c'est de désordre sanglant dont il faudrait parler. De leur côté, les institutions multilatérales, en particulier les Nations Unies, n'ont fonctionné qu'au service des puissances hégémoniques et ont toujours dépendu de leur bon vouloir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, jusqu'en 1991, se réunissait une fois par mois pour adopter son ordre du jour qui était vide. Et évidemment, le Conseil de sécurité est devenu actif après, à la fin de la guerre froide. Et il est devenu actif, d'ailleurs, il faut bien dire, surtout au service des puissances occidentales, qui l'ont et qui continuent, d'ailleurs, de leur dominer. Au-delà même des Nations Unies, les États-Unis eux-mêmes ont toujours été très réticents à confier leurs intérêts à des institutions multilatérales. Ils refusent, pour la citation bien connue, ils refusent d'être le Gulliver entravé. Ainsi, ce sont les administrations démocrates, si je ne me trompe, qui n'ont ratifié ni le traité d'interdiction des essais nucléaires, ni le traité interdisant les mines antipersonnelles, ni la création de la Cour pénale internationale. C'est Madeleine Albright, un secrétaire d'État démocrate et francophone, qui a conceptualisé la notion d'une puissance exceptionnelle, échappant au sort du commun des pays. Au fond, cette notion d'un prétendu ordre libéral qui s'effondrerait souvent sous nos yeux paniqués s'applique essentiellement à l'Europe occidentale, qui n'en revient pas d'avoir connu la plus longue période de paix de son histoire après 2 guerres mondiales et un génocide en 2 générations. En outre, cette notion flatte l'opinion américaine, qui idéologiquement éprouve des difficultés à se voir en hégémone et qui a besoin de la feuille de vigne flatteuse que lui procure la notion d'un ordre libéral que leur pays défendrait. Pendant ce temps, le reste du monde, à peu d'exceptions près, subissait le lot habituel des malheurs et de désastres, et les grandes puissances rongeaient leurs freins de voir leur souveraineté limitée par l'existence des 2 superpuissances, puis ensuite de l'hyperpuissance. Ce qui a changé, ce n'est donc ni la remise en cause d'un ordre limité à un nombre restreint de pays, ni l'affaiblissement d'institutions multilatérales structurellement faibles, c'est le rapport des forces aux dépens des pays occidentaux, au premier des rangs desquels les États-Unis. La Chine, la Russie, aussi l'Inde, peut-être le Brésil, sont désormais capables non seulement de contester l'hégémonie américaine, mais de prendre de haut une Europe qui, de modèle, est devenue un problème. Le moment occidental, inauguré en 1989, s'achève. Une nouvelle normalité se fait jour. La question qui se pose donc pour la définition de la politique étrangère de l'Europe, c'est l'adaptation à un monde moins ordonné parce que moins marqué par l'hégémonie américaine. Nous nous sommes tous plaints de l'hégémonie américaine, à quel point, mais je peux vous assurer qu'en absence de l'hégémonie américaine, ça va être sportif. Parce que vous le voyez d'ailleurs déjà, pour revenir à l'exemple que je donnais, avec les Turcs en Libye. Je crains que nous ayons d'autres exemples down the road, dans un avenir proche. Cela étant, quelle que soit la montée en puissance de la Chine, les États-Unis resteront, et je crois que c'est un élément important aussi, contrairement à ce que beaucoup pensent, pendant des décennies, et de loin, la première puissance militaire, économique et financière. Même s'ils seront moins tentés par l'aventure, même si leurs alliés pourront moins compter sur eux, les États-Unis resteront la clé de voûte du système international. Or, quels que soient les inévitables désaccords, ce qui unit Européens et Américains est beaucoup plus important que ce qui les oppose. Ils partagent le même attachement à la démocratie libérale, ce qui n'est pas rien, dans un monde où les modèles autoritaires non seulement sont de retour, mais progressent,
Comme vous le savez, il y a des statistiques qui sont établies sur la diffusion de la démocratie dans le monde. Eh bien, les statistiques montrent qu'il y a un recul au cours des dernières années. De même, pour les États-Unis, sans ignorer la réalité des rapports de force, ils jugent nécessaire de les encadrer par les règles du droit. Enfin, Européens et Américains ont noué des relations humaines, financières et économiques d'une telle intensité qu'elle leur dicte un destin commun. Par ailleurs, malgré ce que j'ai dit sur le jeu traditionnel de l'équilibre des puissances, en réalité, le monde n'est pas voué seulement à ce jeu. Du fait des enjeux globaux, environnementaux et technologiques, le monde s'est rétréci géographiquement, économiquement et sociologiquement. Le temps est passé où les continents pouvaient s'ignorer, où les hégémonies pouvaient être régionales. Le temps est également passé où seuls les États comptaient. La communauté internationale, expression à juste titre raillée par le passé et par Hubert Védrine au présent, devient une réalité parce que l'environnement, le climat, mais aussi la finance, les grandes entreprises et l'opinion publique nourrie aux médias sociaux sont devenus des réalités globales que nulle puissance ne peut contrôler. Et donc les Européens doivent jouer dans ce double monde. Le monde de la puissance, et là c'est la limite de l'Union européenne, c'est la puissance, les instruments traditionnels de la puissance, notamment les instruments militaires. Jusqu'ici, l'Union européenne a été incapable de se doter de ces instruments. Et personnellement, nous pourrons penser, je suis extrêmement sceptique sur l'aptitude de l'Union européenne d'y parvenir. Mais je pense qu'au contraire, l'Union européenne a quelque chose de central à dire, et c'est là qu'elle doit apporter innovation. L'innovation, c'est pour essayer de recréer ce que j'appellerais, sur de nouvelles bases, une communauté occidentale capable de traiter des thèmes nouveaux, qui restent encore largement en friche, alors qu'ils concernent l'ensemble de l'humanité. La biodiversité, les océans, mais aussi le droit dans le cyberespace, la cybersécurité, la protection des données personnelles, la fiscalité de la haute technologie, les règles éthiques de l'intelligence artificielle, la gestion des technologies de surveillance. C'est là qu'Européens et Américains doivent se retrouver parce qu'ils partagent, je le répète, le même attachement aux valeurs qui font la démocratie libérale. S'ils ne parviennent pas à relever ensemble ce défi, le défi que représente la mutation technologique que nos sociétés vont traverser dans les décennies qui viennent, eh bien c'est le modèle chinois qui l'emportera. Un modèle au nom de sa supposée efficacité, un modèle autoritaire de société qui fascine déjà certains États du tiers-monde. Quand j'étais représentant permanent aux Nations Unies, entre 2009 et 2014, il était extrêmement frappant de voir des ambassadeurs de petits pays, notamment de petits pays africains, se tourner vers la Chine. L'avantage de la Chine, c'est que la Chine ne leur demandait pas de lutter contre la corruption. La Chine ne leur demandait pas de respecter un certain nombre de règles lorsqu'on établissait des contrats. Et de plus en plus, lorsqu'on examine les courants de pensée, aussi les courants financiers et économiques, vous voyez qu'il y a derrière la puissance chinoise, il y a aussi un modèle de société autoritaire. C'est donc là que je voudrais conclure, et Louis en est soulagé, il commence à s'inquiéter. C'est donc un partenariat renouvelé entre Américains et Européens que je conclus cette intervention, à la double condition que les Américains acceptent un dialogue entre égaux et que les Européens fassent les efforts nécessaires pour justifier leur prétention à être des égaux des Américains. Et je dois vous avouer, ce n'est assuré ni d'un côté ni de l'autre.